procès de Guy Turcotte. Et on peut parler du deuxième procès, parce que depuis le début de ce procès-là, il fallait faire comme s'il n'y avait pas eu de premier procès. Donc, quand on vous rapportait les faits, on ne pouvait jamais comparer le premier et le deuxième, parce que le jury, les membres du jury pouvaient regarder à la télé ce qu'on disait, et ils n'ont pas le droit de faire la comparaison avec ce qui s'était passé antérieurement. Donc, ça a été compliqué à couvrir parce qu'on ne pouvait jamais parler de ce qui s'était passé dans le premier procès. Vous le saviez, vous, ce qui s'était passé, on faisait comme si vous ne le saviez pas. Alors, on fait comme si vous le saviez parce que le jury est séquestré et ça nous permet de vous dévoiler aussi des éléments qu'on ne pouvait traiter en cours de route parce que ça se faisait hors jury. Donc, si on avait parlé quand le jury revient dans la salle, s'ils avaient vu ça à la télé le soir, ils auraient été informés de ce qui s'est passé en leur absence. Et donc, on n'a pas pu vous donner un certain nombre d'informations extrêmement intéressantes. Vous allez voir, entre autres, sur l'attitude de Guy Turcotte, l'attitude du juge envers Guy Turcotte, les moyens de Turcotte, etc. Donc, des éléments intéressants. On va parler de tout ça ce soir avec Nicole Gibault, juge à la retraite, qui est en compagnie de Mathieu Bellumeur à Saint-Jérôme, et Maître Jean-Pierre Rancourt. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Alors, avant toute chose, Mathieu, le juge qui a terminé son adresse, donc il a donné ses directives et il y a 4 scénarios possibles. Oui, il y a un scénario où Guy Turcotte est condamné à une peine pour avoir commis un meurtre prémédité. C'est ce que veut obtenir le ministère public. Ensuite, il y a la possibilité d'une accusation, disons, moins grave de meurtre non prémédité. Il y a l'homicide involontaire et finalement la défense là, présentée par Guy Turcotte, par ses avocats, la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Alors ce sont les 4 verdicts possibles qui ont été présentés dans le cadre de ces directives au jury. Des directives qui sont très importantes parce que notamment c'est là-dessus qu'on peut faire appel ultimement si ça se rendait jusqu'en cours d'appel sur ce deuxième procès de l'ex-cardiologue. Mais c'est évidemment ce qui va baliser les délibérés des membres du jury là, au cours des prochains jours. Alors, Mme Gibault, qu'est-ce qu'il a dit, le juge? Qu'est-ce qui vous a frappé dans son adresse? Bon, premièrement, c'était une adresse qui est relativement longue, très complexe, je vous dirais, M. Lévesque. La cadence, la rapidité avec laquelle ça a été donné au jury, j'avais de la misère à suivre, j'avais de la misère à écrire. Réellement, ça allait très rapidement. Ça m'a un peu inquiété, surtout que c'est complexe là, comme verdict et comme... vous savez, c'est comme le professeur qui dit à ses étudiants, c'est demain l'examen. Écoutez, moi, sérieusement, je vais tout vous donner les outils, c'est dans ce que je vais vous dire. Mais là, c'était rapide. Alors, oui, ça m'a frappé également de voir que, bon, on n'a pas frappé parce qu'on a ouvert les 4 verdicts et qu'on a inclus, mais encore une fois, rapidement, là, on a parlé de méthanol. Où ça va le méthanol? Le méthanol, ça va deux places. Ça va sur la non-responsabilité criminelle parce que s'il a pris du méthanol en quantité tributaire et que ça fait augmenter son trouble mental, c'est pas un verdict de non-responsabilité criminelle. Par contre, sur l'autre, sur l'intention criminelle, si on en arrive à la conclusion qu'il n'est pas responsable, c'est-à-dire qu'on écarte la non-responsabilité criminelle puis on y va sur un meurtre, ben, est-ce qu'il y avait l'intention spécifique? S'il a pris du méthanol, non. Alors à ce moment-là, c'est un homicide involontaire. Si, de plus, il avait un trouble mental, est-ce que ça baisse son intention spécifique? Oui. Homicide involontaire, ou tout simplement, il agit sous l'impulsion du moment, meurtre 2e degré. OK. Alors, là, on peut parler, c'était un peu schizophrénique, d'ailleurs, qu'on ne puisse pas jamais faire la comparaison de ce qui s'était passé au premier procès. On était tous informés de ça. On l'a suivi. C'est un des procès qui était le plus suivi dans l'histoire du Québec. On faisait comme si ça n'avait pas existé. Et dans ce qu'on peut révéler, parce que là, maintenant, on peut tout révéler, je l'ai expliqué tantôt, le juge a parlé de cette situation-là régulièrement aux avocats, Mathieu. Il leur a dit, là, écoute, on est rendu au 2e procès, parlez pas du premier. Ça le tannait quand on parlait du premier. Il y a eu souvent des interventions des avocats disant, il y a eu dans une autre procédure avant, il y a eu tel témoignage dans une autre procédure. Vous avez parlé dans une autre procédure, évidemment, qui était toujours une référence au premier procès. Et c'est vrai, Mme Gibault et Denis, ça agaçait le juge qui est même intervenu en disant là, ce qui s'est passé dans le premier procès, ça ne m'intéresse guère. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici, dans ma salle d'audience. C'est la preuve qui est présentée ici, dans le cadre de ce procès-là, aux membres du jury qui sont ici dans la salle. Alors effectivement, là, le juge est intervenu en ce sens-là. Et si on veut comparer un peu le premier procès du deuxième, il y a des témoins qui n'ont pas été appelés, qui ont été appelés
dans ce procès-ci, notamment cette infirmière-là, à qui Guy Turcotte avait laissé un message où il léguait sa brocheuse et où il parlait d'un chèque à récupérer de quelques centaines de dollars. Elle n'avait pas témoigné. Il y a des témoins qui étaient venus dans le premier procès qui ne sont pas venus aussi. Des contre-interrogatoires qui ont été différents. Le contre-interrogatoire d'Isabelle Gaston avait duré quelques minutes au premier procès. Ça a duré plusieurs heures dans le cadre de ce procès-ci. Donc, des différences qui ont été marquées, mais au final, je vous dirais, le juge n'a pas révélé de grandes contradictions là, entre ce qui avait été dit la première fois et ce qui a été dit dans le cadre du procès que l'on a suivi au cours des dernières semaines. OK. Il y a une scène aussi à laquelle on n'a pas pu faire référence, et vous étiez là, Mme Gibault, quand Guy Turcotte a témoigné, très émotivement, il pleurait beaucoup, et le juge l'a ramené à l'ordre. On n'a pas pu parler de ça, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, on n'a pas pu en parler. Bon, écoutez, je suis dans la salle de cours. Guy Turcotte est interrogé en principal. Et à un moment donné, on sait très bien que c'est très émotif pour lui. Ça, on le sentait. Et la date fatidique arrive. Là. On a commencé bien longtemps avant le 20 février pour le témoignage. Quand on arrive au 20 février, il sanglote à chaudes larmes, il y a de la difficulté dans sa respiration, etc. Donc, son langage est difficile à comprendre. Sur le coup, j'ai regardé le juge et j'ai vu que là, à un moment donné, il a fait « bon, on arrête ». Et il a laissé sortir le jury et puis il a demandé à M. Turcotte clairement, êtes-vous en mesure de continuer à témoigner? Oui ou non? Dites-moi-le, là. Est-ce vous êtes en mesure de témoigner? C'était normal aussi parce qu'il y a deux choses. Ou c'était incompréhensible, les mots étaient presque incompréhensibles, on avait des sanglots avec 2-3 mots, puis d'autres sanglots avec 2-3 mots, ou c'est parce qu'on ne voulait pas laisser continuer pendant des heures et des heures et des heures à essayer que le jury trouve les mots à travers tous ces sanglots. Alors oui, ça a été fait, clair, net et précis. M. Turcotte a répondu, oui, je suis capable. OK, mais et ça a été terminé. Est-ce qu'il avait l'air bête un peu? Le juge, va donc vous parler, là, il a l'air un peu implacable là, quand il parle. Le juge Vincent est un beau sourire, mais je vous dirais, il est rigide. C'est un homme qui... je suis pas capable d'expliquer autre chose qu'une certaine, un écart là, très rigide. Pas de place à l'émotion. Alors, est-ce que Guy Turcotte a changé sa façon de témoigner une fois qu'il fait sortir le jury, le juge, puis dit, bon, c'est assez, là, êtes-vous capable de témoigner comme le monde? Et il dit, oui, il ressort. Est-ce qu'il change? Est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il sanglote encore? Non, il ne sanglote plus de la même façon. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'émotion, c'est le compte. Ça serait ridicule de vous dire ceci. Mais il n'a plus ces gros sanglots et cette incapacité d'avoir une cadence dans son témoignage. Quelque chose de compréhensible. Okay. Alors, hier, ça a été terminé. Alors, Maître Rancourt, comment vous voyez ça, une intervention comme celle-là? Bien, il n'aurait pas le choix, le juge, parce que si l'accusé témoigne, c'est probablement le témoignage le plus important, et on n'est pas capable de comprendre la moitié de ses mots, et en plus de ça, il pleure tellement, est-ce qu'on veut influencer les jurés? Là, c'était temps que le juge dise, bon, on arrête, et on va prendre un petit recess, puis là, si vous êtes capable de témoigner sans pleurer comme ça, ben, on va continuer, sinon on va prendre le temps qu'il faut. Parce que cette attitude-là, est-ce que vraiment c'était voulu? Est-ce que c'était prémédité de dire, ben écoute, c'est quand on va arriver aux événements qui sont cruciaux, ben à ce moment-là, je vais pleurer, puis je vais faire pitié au jury. Alors le juge devait intervenir. Alors, moyen également, parce que on trouvait que ça s'étendait, que c'était non, c'était peut-être pas toujours bien préparé du côté de la défense. Et ce qu'on disait au juge quand le jury sortait, écoutez, on n'a pas les moyens, on n'a pas une scène, on est à l'aide juridique. Raconte-moi comment ça se passait, là, Mathieu, à ce niveau-là. Effectivement, d'abord, les frères Poupard représentaient Guy Turcotte dans le premier procès, à ce moment-là, cardiologue qui est accusé, qui avait des moyens. C'était différent d'aujourd'hui. Guy Turcotte n'a plus de sous, il vit de l'aide sociale. Et donc, c'est un mandat de l'aide juridique qui paie ses avocats selon les conventions particulières de l'aide juridique, les taux horaires. Et il y a des montants prévus pour ce genre de procès-là importants. Mais les frères Poupard avaient besoin d'assistants pour les retranscriptions notamment. Et à un certain moment, un des deux frères a dit, ben écoutez, nous, c'est des gens là qui font ça bénévolement pour nous, qui viennent nous aider. On n'a pas les moyens de l'État. Et effectivement, on sentait qu'au niveau des moyens pour appuyer, pour préparer ce procès-là, préparer des rapports d'experts, faire venir des experts, c'est pas une chose simple, là, ça coûte de l'argent également, qu'il n'y avait pas les moyens qu'ils avaient eu déjà dans le passé et qu'il n'y avait pas certainement les moyens du ministère public. Donc effectivement, Guy Turcotte, cette fois-ci, se défend avec un mandat de l'aide juridique. L'aide juridique est financée par le gouvernement.
des contribuables. Donc, à mettre en cause, c'est pas mal moins payant. Là. Il y a deux avocats. Est-ce que l'aide juridique paie les avocats, ils payent les experts, soit on les fait témoin, comment ça marche? Oui, l'aide juridique paye les experts, sauf que vous devez avoir la permission de l'aide juridique avant d'engager des experts, parce que c'est eux qui payent, et il faut toujours passer par eux. Mais moi, je trouve très honorable que les frères Poupard aient décidé de poursuivre, parce qu'on sait qu'au premier procès, ils ont été payés, et Turcotte avait les moyens de les payer. Partir de votre bureau pendant 3 mois, peut-être plus, parce qu'il y a eu de la préparation, et vous concentrer sur un procès comme ça, jour après jour. Le travail n'est pas uniquement à la cour. Le soir, vous travaillez pour préparer le lendemain. Le matin de bonne heure, vous travaillez pour préparer ça. C'est des journées de 12-14 heures. Et ça dure pendant, on sait, là, c'est 36 jours, plus la préparation. Alors qu'on fasse ça sur l'aide juridique, les frères Poupard, c'est honorable parce que c'est pas trop payant. Alors, la jury numéro Mme Gibault, on a compris que devant le dépôt des photos, devant la preuve très mécanique, très substantielle, des choses épouvantables à voir, elle a craqué, elle est allée voir son médecin, ne dormait plus, et le juge a accepté de la dispenser, ce qui est quand même assez rare. Comment vous avez réagi, là, comme vous avez entendu? Ben, écoutez, il y a eu une discussion premièrement avec ce jury, à savoir comment ça se fait qu'il n'était pas, le jury n'était pas au courant nécessairement qu'il y avait eu un rendez-vous chez le médecin le matin même. Alors c'est dans ce cadre-là là, qu'en arrivant quelques heures après le début, ça a été divulgué. Et le juge doit lui poser les questions, êtes-vous en mesure de continuer? Et sa réponse a été non. Elle n'était pas en mesure de continuer à entendre la preuve. Et bon, après consultation, écoutez, c'était pas un service à rendre, la personne n'était pas en mesure de le faire et c'était correct. Elle avait allé chez son médecin pour avoir un billet de médecin Oui, pour démontrer qu'elle de n'était pas apte à continuer. Donc vraiment, dans ce cas-là, ça servait à rien de s'entêter et de la laisser assise. Non. Alors, Mathieu, il y a un témoignage important quand même qui était pas le même. Tu soulevais tantôt les différences entre le premier et le deuxième procès. On peut le faire ce soir, là, finalement. Et il y a une infirmière qui avait témoigné, qui a ajouté un élément cette fois-ci. Elle a dit, il m'a dit qu'il voulait la faire chier, en parlant d'Isabelle Gaston, en lui enlevant ce qu'elle avait de plus précieux, ses enfants. Elle n'avait pas dit ça dans le premier procès. Alors, comment on encadre ça actuellement? Alors, non seulement elle n'avait pas dit ça dans le premier procès, elle n'avait jamais dit ça aux policiers lors des premières rencontres avec les policiers, là, suivant l'arrestation de Guy Turcotte, la rencontre des différentes personnes. C'était la première fois dans le cadre de ce procès-ci que cette infirmière disait que Guy Turcotte l'avait pris par la main et avait dit « Dis à Isabelle que j'ai fait ça pour la faire chier », en lui enlevant ce qu'elle avait de plus précieux, les enfants. Alors, le juge a fait dans ses directives aujourd'hui une mise en garde importante là-dessus, et c'est au juré, vraiment, à décider du poids et de la crédibilité de cette nouvelle déclaration-là. Et elle leur a dit que ça n'a jamais été entendu de la part des policiers, jamais été entendu dans le premier procès. C'est entendu maintenant, donc c'est à vous de juger de la crédibilité, mais le juge l'a relevé, c'est un élément important. Il faut se demander aujourd'hui, en regardant tout l'ensemble de la preuve, est-ce que cette personne-là pourra avoir intérêt à dire cette déclaration maintenant et de voir ça dans le contexte? Est-ce qu'effectivement c'est crédible et on admet ça en preuve et on l'utilise dans le cadre des discussions? Monsieur Lévesque, j'ajoute que le juge, la mise en garde qu'il a faite, vous pouvez mettre de côté cette partie de témoignage, c'est extrêmement important. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent mettre tout le reste de ce qu'elle a dit. OK, mais cette partie-là, ça devient quand même assez important. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission-là. On en a appris pas mal. Ce sont des choses dont on ne pouvait pas parler tout au cours du procès. Au retour,